Bienvenue sur eWeb TV pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Nicolas Héron. Bonjour Nicolas. Bonjour Aude. Vous êtes fondateur de Pima Software. On est donc dans le logiciel, on est plus précisément dans le moteur de règles. Alors Nicolas, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer ce qu'est un moteur de règles? Oui, tout à fait. Donc, pour comprendre un petit peu la logique d'un moteur de règles, il faut revenir un petit peu dans le passé, où dans les années 70, dans le monde universitaire, on a fait donc des recherches autour de la modélisation objet, qui en fait s'est terminée par des langages qu'on connaît tous actuellement, comme le Java, Python, .NET, qui sont tous des langages objets. Et en fait, par rapport à ça, on s'imaginait à l'époque que grâce à ça, on arriverait à modéliser tout le métier sans aucune exception. Mais on s'est vite aperçu que ça devenait immaintenable et surtout que dans la performance d'implémentation et d'exécution du code, cela posait problème. Donc en 1983, un jeune étudiant en Californie, Charles Forgy, a donc soutenu sa thèse sur un algorithme qu'on appelle l'algorithme de Rete. Et donc Rete, ça veut dire, en latin, ça veut dire réseau, pardon. Et donc, cet algorithme permet en fait de représenter sous forme de graphe les règles que vous avez exprimées et ensuite au moteur d'exécution de très rapidement les exécuter. Ceci ayant pour but en fait d'être capable, quel que soit le nombre de règles que vous ayez, quelle que soit la complexité que vous ayez, d'indexer les règles pour qu'elles s'exécutent le plus rapidement possible. Donc c'est ça un moteur de règles et ça permet de... donc c'est pas si récent que ça en fait, je raconte toujours l'histoire un peu parce qu'on croit que tout est moderne, que l'AI... L'intelligence artificielle est quelque chose de récent, donc c'est une ancienne science de l'informatique qui devient seulement moderne maintenant, même si ça fait 20 ans que j'en fais. Et vous avez créé une nouvelle plateforme dessus, qui reprend d'ailleurs le principe de Drôle. C'est-à-dire, vous allez nous expliquer ce que c'est et aussi à quel problème vous essayez de répondre avec cette nouvelle plateforme. Alors en fait, Drôle, par défaut, à l'origine, Drôle, ça date à peu près de 2003-2004. À l'origine, n'était qu'une interface de programmation, qu'on appelle une API couramment, et un langage pour décrire les règles. Et progressivement, la communauté, parce que c'est une communauté open source quand même, s'est équipée d'outils pour permettre d'éditer et de faire vivre en fait les règles dans tout leur cycle de vie, mais toujours en étant des outils de base pas prêts à l'emploi. Donc en fait, moi je fais du Drôle depuis 2006-2007 dans ces eaux-là, et à chaque projet, il faut réintégrer la solution, il faut réfléchir comment la mettre en production, etc. Et donc, à chaque fois, le coût d'acquisition de la solution, avant même de commencer à programmer la première règle, c'est à peu près quelques dizaines à quelques centaines de jours, suivant la complexité des règles qu'il faut implémenter. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas que moi et mes salariés, on a commencé à développer des outils progressivement en briques et à braques. Puis, à un moment donné, il y a 4-5 ans, en 2015, pour être précis, on s'est dit, tiens, et si on faisait quelque chose d'un peu plus générique, qu'on réutiliserait à chaque fois. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on la réutilise à chaque fois des briques entières, voir la solution complète, puisque maintenant, elle commence à être un peu plus fonctionnellement complète et donc permet de vraiment rendre service. Et donc, c'est déjà en production à deux endroits. Donc, cette plateforme, en fait, permet de très rapidement mettre à disposition tous les outils pour commencer à coder en Drools en quelques minutes. Enfin, c'est ce qu'on essaie de prétendre. Et concrètement, qui peut utiliser cette plateforme? C'est open source, donc nous utilisons la même licence que Drools, donc sur le référentiel de code source qu'on appelle GitHub, qui maintenant appartient à Microsoft. Donc notre référentiel est open source et donc tout le monde peut s'en servir. Alors on est sur la même licence que Drools, ce qui est important parce que faut savoir qu'actuellement il y a beaucoup d'outils open source qui commencent à changer leur licence pour être de plus en plus propriétaires, ce que nous ne voulons pas. Et donc, out of the box, comme on dit en anglais, on peut s'en servir. Maintenant, nous, notre objectif, c'est d'offrir en fait une plateforme hébergée en SaaS pour répondre à trois objectifs principaux. Le premier, c'est la formation, parce qu'il faut absolument évangéliser, il faut que les gens se forment. C'est pas de la programmation comme d'habitude. Il y a des changements de paradigme entre le développement procédural et le développement déclaratif. Une deuxième plateforme qui serait un peu, en gros, pour les développeurs ou pour les petits besoins, qui serait mutualisée, où finalement il y aurait plusieurs clients dans la même plateforme, même si les données sont complètement séparées, qui pourront pas se mutuellement et tout ça. Et une troisième solution qui serait en fait sur les solutions cloud, Azure, Amazon et tout ça. Le client aurait la plateforme rien que pour lui, mais toujours dans l'optique d'hébergement parce qu'il faut qu'on offre un service en plus, parce que les clients n'ont pas forcément envie d'héberger ça dans leur système d'information. Surtout que la plupart des clients, y compris dans le Nord, qui sont pourtant assez réticents là-dessus, tout va maintenant sur le cloud. Alors, pas forcément Amazon parce que c'est un peu leur adversaire,
mais Google, OVH, Microsoft Azure, qui sont apparemment des concurrents pour le retail ici dans le Nord. Et donc tout le monde va là-dessus. Donc nous, on se doit aussi d'aller là-dessus. Et à chaque fois, et récemment, j'ai un grand client du Nord, on a fait un serveur de fidélité. Et ben, on a mis ça sur Kubernetes. Voilà. Donc nous, on a des scripts, on fait ça couramment. Et combien de temps est-ce que vous avez mis à développer cette plateforme et surtout, quels sont les freins que vous avez rencontrés, si vous en avez rencontrés? Oui, alors en fait, depuis 2015, on fait ça un peu au fil de l'eau. Je ne peux pas dire que j'ai dédié je suis à temps plein là-dessus. Et le principal frein, en fait, c'est un frein à l'adoption de Drools, en fait. Vous savez, la communauté informatique a beaucoup des courants de pensée, des trucs très modernes. Vous voyez, le COBOL, on a mis 25 ans à s'en défaire. Le client-serveur, on a mis 20 ans à s'en défaire. Et maintenant, tous les 2-3 ans, il y a une nouvelle technologie qui vient. Et actuellement, avec toutes ces technologies et ces belles architectures que les grands du cloud nous font absolument rêver, tout le monde s'imagine que c'est la solution. Et finalement, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe actuellement avec les microservices. Donc, c'est plein de petits services qui peuvent monter et tout en charge autant qu'on veut. C'est absolument merveilleux. Sauf que finalement, quand vous voulez implémenter des règles complexes, comme par exemple la détection de fraude, tous ces microservices, ça ne vous sert pas à grand-chose. Donc, actuellement, moi, je passe beaucoup de temps à convaincre mes clients, non, n'allez pas vers ça. Une bonne solution, pas tirée à l'ancienne, mais comme on fait d'habitude, où on implémente des choses compliquées, où on commence à inférer pour arriver à trouver la solution, avec Drools, vous pouvez. Et ce qui est vraiment important, c'est toujours la conclusion générale que je donne quand je vois les clients la première fois, c'est que pour implémenter du métier complexe, il faut un algorithme qui le permet. Et ça, c'est l'algorithme de Rété qui permet d'être efficace, agile et d'avoir des performances et des montées en charge excellentes. Eh bien, merci, Voilà. merci beaucoup Nicolas Héron. Ce sera également notre conclusion. Je rappelle que vous êtes fondateur de Pima Software.